Yaorana, merci de nous rejoindre sur TNTV pour le journal. Voici les titres de ce mercredi 22 octobre. Près de 2 milliards de francs pour le port de pêche. Un nouveau schéma directeur pour tripler l'effort de production et lancer les travaux dès 2026. Les détails dans un instant. En santé, focus sur les maladies respiratoires. L'asthme, comment vivre avec au quotidien. À la veille de la journée Respire pour la vie, nous en parlerons avec notre invité, le professeur Laurent Guilleminot, pneumologue et allergologue au CHU de Toulouse. Areatea, hommage à un héros de la France libre, Julien Alain, ce jeune Tamari volontaire parti à 20 ans pour la guerre. Et son histoire refait surface à travers un projet scolaire original à découvrir dans ce journal. Et enfin sur TNTV, place à notre page spéciale Hawaii Nui Va'a. 2 escales ce soir, Ta'a Nui Va'a, un club artistique qui s'apprête à vivre sa 32e participation. Et le team Huahine, prêt à relever le défi avec cohésion et expérience. À la une ce soir, le port de pêche voit grand, près de 2 milliards de francs annoncés pour moderniser le site. Un nouveau schéma directeur a été acté ce matin en Conseil des ministres. Travaux prévus dès 2026 avec un objectif clair, tripler l'effort de pêche. Quels aménagements sont au programme? Les réponses avec Sophie Gebel et Heymanu Manouthei. Le port de pêche de Papeete est un levier économique essentiel du pays. Mais après 50 ans d'existence, ses capacités ont atteint leurs limites. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut optimiser, agrandir et moderniser. Pour ce faire, 8 aménagements sont prévus, comme le remplacement des tours de glace ou encore l'amélioration des conditions d'accueil des navires et des équipages avec la remise à neuf des pontons, remise aux normes également de l'assainissement ou encore la construction d'une nouvelle déchetterie pour la revalorisation. De voir un aménagement sur le long terme, c'est-à-dire également voir ces possibilités d'agro-transformation. On a déjà des pistes qui sont proposées par nos marailleurs avec l'utilisation de la chair de thon pour faire des saucisses, mais également ils ont d'autres volontés de transformation au bénéfice bien entendu de notre population locale et de notre consommation manger locale. Un bâtiment de transformation de poissons doit voir le jour avec l'objectif de valoriser 100% des déchets d'ici 2031. La zone sera également sécurisée avec la mise en place de contrôles d'accès et les points de vente au public seront déplacés hors du port de pêche pour fluidifier le trafic. Les bâtiments de mareyage vont être rénovés et 7500 mètres carrés d'extension sont prévus. La volonté initiale, c'est de tripler l'effort de pêche. Le quota de pêche, alors aussi bien au niveau volume qu'au niveau valeur marchande. Mais pour y arriver, bien entendu, il faut pouvoir apporter les outils nécessaires pour nos acteurs de la filière locale. Coût total pour ces travaux, 1,830 milliards de francs. Des travaux qui devraient s'achever d'ici 2030. Et en bref, le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité aérienne, le BEA, a ouvert une enquête suite à un incident grave sur un vol d'Air Tahiti à l'approche finale de la piste de Nukuhiva le 29 septembre. Problème de blocage de commande, les pilotes ont dû remettre les gaz. L'avion a ensuite pu se poser sans encombre. Le président du pays l'a annoncé ce matin en conférence de presse. Il prévoit de saisir le tribunal administratif pour pousser l'État à entamer un dialogue sur la décolonisation. Pour rappel, Moetai Broderson avait envisagé un temps de se rejoindre à l'action entreprise par le président de l'Assemblée sur ce sujet. Mais celle-ci a peu de chances d'aboutir car seul le président du pays peut initier une telle procédure. Le recours devrait intervenir d'ici quelques semaines. Parlons santé à présent. L'asthme bouleverse le quotidien de nombreux patients. Albert Suard témoigne et demain, à Pirée, la journée Respire pour la vie sera dédiée à la prévention respiratoire. Thomas Chabrol. Quand la respiration se fait plus difficile, en Polynésie, l'asthme est la maladie chronique la mieux connue. Elle touche toutes les générations. Albert est asthmatique depuis son enfance. Il a dû adapter sa vie autour d'une éducation thérapeutique minutieuse pour respirer sans crainte. Depuis 2002, il suit un traitement. Je ne suis pas guéri, mais ça va beaucoup mieux. Pendant une vingtaine d'années, je n'ai pas eu de crise d'asthme et je n'ai pas eu à utiliser la ventoline.
Et voilà quoi. Et j'espère que ça va continuer ainsi. Pollution, allergènes, produits chimiques jouent un rôle important dans la survenue des crises. Malgré son traitement, Albert reste très vigilant. De toute façon, l'air est pollué, hein. Il faudrait qu'il y ait beaucoup moins de pollution. J'ai entendu dire que ceux qui brûlent l'État, là, hein, ça, chez certaines personnes, en sentant la fumée, ils ont des crises d'asthme. Les maladies respiratoires, un enjeu de société selon ce médecin. Il s'inquiète notamment sur la consommation de tabac toujours importante et les produits dérivés, cigarettes électroniques et vapoteuses. Le tabac, il fait des ravages. On est toujours autour de 40% de consommation chez des jeunes. Hein. Début du tabac à 11 ans en moyenne. Donc sur des poumons en développement, c'est très préoccupant. Et puis les problèmes émergents avec la puff, etc. Où là, soyons honnêtes, on ne sait pas où on va. Ce sont des produits qu'on ne connaît pas. Rendez-vous dans 10-20 ans, mais certainement avec des effets secondaires. Les conséquences des maladies chroniques sur la santé respiratoire seront dès demain au centre des débats de l'événement Respire pour la vie. Des malades viendront témoigner de leur parcours dans des conférences. Nous recevons ce soir le professeur Laurent Guillaumineau, pneumologue et allergologue au CHU de Toulouse. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Alors, comme on l'a vu dans le reportage, l'asthme est une maladie très présente en Polynésie. Il touche jusqu'à 20% de nos adolescents et plus des 2 tiers de nos jeunes, donc 68%, présentent un terrain allergique. Pourquoi une telle prévalence ? Alors, c'est vrai que c'est une des pathologies les pathologies chroniques les plus fréquentes, y compris aussi en France métropolitaine, mais on estime que c'est 12% des adolescents en France métropolitaine, 20% en Polynésie. Donc on voit bien que c'est une maladie qui est très très présente. On a affaire à une pathologie qui justement devrait être mieux prise en charge pour éviter l'ensemble des symptômes que présentent les patients. Alors selon vous, quel est l'ennemi numéro 1 des poumons dans une maison polynésienne ? Alors, ce qui est sûr, c'est que la charge allergénique est très importante dans les maisons polynésiennes, notamment via les acariens. Ça, c'est une certitude. Après, il y a d'autres polluants de l'air intérieur dans les maisons, qui est notamment le tabagisme, hein, qui va aggraver l'inflammation au niveau des poumons. Et donc, ce sont ces deux facteurs-là qu'il faut lutter parce que, justement, ça va participer à cette inflammation dont je viens de parler. Alors justement, quels sont les gestes simples qui peuvent rendre une maison moins risquée pour un asthmatique ? Alors, ce qui est sûr, c'est que l'aération des maisons, mais je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup fait ici, est très importante. Également le nettoyage, passer l'aspirateur régulièrement, également changer les draps une fois par jour. Tous ces petits gestes permettent justement de diminuer la charge allergénique. On dit par exemple chez les enfants, ce qui est bien, c'est de mettre les peluches, les doudous et l'oreiller dans le congélateur 1 heure, alors pas avant de dormir parce que sinon c'est pas très agréable, mais en début de journée pour justement par la suite diminuer la charge allergénique au niveau notamment de la literie. Dans le reportage, Albert parlait de vigilance face aux facteurs environnementaux. Le fait d'avoir un chat, un chien ou même des cafards chez soi, ça peut vraiment aggraver l'asthme chez un enfant ? Alors clairement, si l'enfant est allergique au poil de chat, au poil de chien, à la blatte, cafard, oui, ça va participer aux crises d'asthme et donc ça participe aussi à assainir l'environnement de l'air intérieur en diminuant l'exposition à ces animaux domestiques si l'enfant est allergique. Alors toujours pour revenir au reportage avec Albert Suard qui suit un traitement depuis plus de 20 ans. Pour les cas d'asthme très graves, la biothérapie représente-t-elle un vrai espoir pour les patients polynésiens ? Alors c'est vrai que ça fait maintenant 5 ans qu'on a ces biothérapies à disposition et c'est une révolution dans le traitement de l'asthme sévère. Ce sont des traitements par injection qui vont participer à diminuer l'inflammation des bronches et éviter les crises d'asthme, notamment le recours à la cortisone par voie orale qui rend service mais qui a à long terme des effets secondaires qui sont assez dramatiques. Quels sont ces effets secondaires ? Alors on a notamment l'ostéoporose qui est la déminéralisation osseuse, le diabète, des infections, des maladies cardiaques. Donc ils rendent service ponctuellement quand on fait des grosses crises d'asthme, mais il faut se donner les moyens justement de diminuer ce recours à la cortisone orale parce que comme je vous dis, il y a une toxicité et ces biothérapies aident justement à moins prendre cette cortisone orale.
Alors, vous participez demain à Respire pour la vie à la mairie de Pirée, une journée d'ateliers gratuits et de conférences sur la santé respiratoire. Pourquoi est-il si important d'organiser ce type de journée de sensibilisation sur la santé respiratoire? Alors, il faut informer déjà, notamment vis-à-vis du traitement anti-asthmatique, parce que c'est un traitement à prendre au long cours, c'est une maladie chronique, donc il faut vraiment informer les gens. Et puis aussi, on va pouvoir faire souffler les gens, justement, pour mesurer la force du souffle, et puis faire du dépistage pour chez certaines personnes qui ne pourraient pas le savoir, l'ignorer, dans ce cas-là, faire un diagnostic et les orienter au mieux pour une prise en charge. Alors, la Polynésie a récemment voté l'interdiction totale de la cigarette électronique pour protéger la jeunesse. Pour un enfant ou un adolescent asthmatique, quel est le danger immédiat du tabac passif et de la vape également? Alors, ça a un effet direct sur les bronches, donc clairement, ça aggrave l'asthme de manière assez immédiate, mais après, l'exposition au tabagisme passif, notamment dans l'enfance, va perturber le développement pulmonaire et aboutir plus tard à des maladies chroniques obstructives des bronches, à l'origine de symptômes et d'insuffisance respiratoire. Donc, ça va dans le bon sens. Toutes ces mesures qui sont prises pour diminuer le tabagisme passif vont dans le bon sens pour protéger la santé respiratoire des citoyens. Alors, pour revenir à l'événement Respire pour la vie, le public pourra faire un test de souffle, vous l'aviez évoqué. La spirométrie, est-ce un examen facile à faire pour les enfants et les personnes âgées également? Alors, c'est un examen qui est facilement réalisable. Après, il faut comprendre un peu les consignes, donc c'est-à-dire qu'en dessous de 5 ans, c'est assez compliqué, en général on ne le fait pas, mais à partir de 5-6 ans, on peut être amené à faire souffler les enfants pour voir justement la force du souffle, le développement pulmonaire, et c'est ce qu'on va pouvoir faire demain. Professeur Guillauminot, merci pour ces éclaircissements. Rendez-vous à tous demain dès 9h pour cet événement pour la santé respiratoire. Direction les îles sous le vent. Demain aura lieu une commémoration, celle de Julien Alain. Ce jeune homme de 20 ans qui a quitté Raiatea en 1941 pour devenir un tamari volontaire. 8 décennies plus tard, son destin ressurgit grâce à un projet éducatif singulier. Roni Moufat. L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat. C'est sur cette injonction du général de Gaulle que Julien Alain, enfant de Raiatea, va quitter son île natale pour rejoindre les rangs de la France libre. Aujourd'hui, plus de 8 décennies plus tard, ce même appel résonne encore au lycée des îles sous le vent, où son courage inspire un projet éducatif unique, un levier pédagogique collectif. Ils y travaillent depuis l'an dernier, à la vérité. Et cette année, effectivement, ils vont rencontrer des historiens, des thésards qui vont travailler à leur côté pour établir des documents qui vont être destinés à la transmission. L'initiative s'impose comme un laboratoire de transmission mémorielle. Le projet décroche plusieurs labellisations, signe de sa portée. Oui, 3 labellisations en fait, puisqu'il a été sélectionné à l'échelle du Fénois tout d'abord. Puis il a obtenu un avis très favorable de la commission nationale, ce qui est, il y en a eu très très peu. Et in fine, il a aussi été labellisé comme projet innovant. Une fierté pour Marilène Heita-Lenoir, la démarche dépasse la simple commémoration. C'est un souvenir qui renaît dans un cadre pédagogique, culturel et international. Il me tient effectivement à cœur, tout simplement parce que Julien Alain est le fils de mon arrière-arrière-grand-mère. Je suis en contact avec ses petites filles, donc Nicolas déjà, qui est la doyenne du département Arts et Humanités à l'Université de New York. Et puis Cariva, bien sûr, qui sont emballés, et bien évidemment leur maman, qui est la fille unique de Julien Alain et qui est au Texas. Dans les couloirs du lycée, la mémoire de Julien Alain retentit. Julien Alain, le projet séduit, cours de chant, travail de préparation orale, visionnage de films. Les élèves s'imprègnent de cette époque dont on parle si peu. Moi, ça me touche profondément, surtout quand tu sais qui étaient les tamaris volontaires. Moi, je pense que cette histoire devrait être connue par tous les jeunes de la Polynésie. À travers cette initiative, Julien Alain cesse d'être une silhouette figée dans les archives militaires. Il devient un trait d'union entre passé et présent, entre Uturoa et la France, et peut-être bientôt New York.
Restons au Raromat Ey. Le Anthem of the Seas, un géant des mers, a fait escale hier à Rayatea. Plus de 4000 touristes débarqués en une seule journée. C'est une manne économique, mais cela soulève la question des infrastructures qui peinent à suivre sur l'île sacrée. Reportage Jessica Doucet. Dès leur descente du navire, les touristes les plus organisés se dirigent vers les prestataires avec lesquels ils ont réservé une excursion. Mais parmi les 4000 croisiéristes, seuls 900 ont réservé à l'avance. Les autres, plus de 3000 visiteurs, doivent se satisfaire sur place. D'ailleurs, on voit ils sont en train de chercher des excursions. La plupart des excursions ont été vendues. Et là, on est en train de chercher un moyen pour satisfaire tout le monde, quoi. C'est énorme. Sur le quai comme à la gare maritime, c'est l'effervescence. Les prestataires sur le qui-vive ont dû faire preuve d'ingéniosité. Certains ont renforcé leurs équipes, d'autres ont mis en commun leurs ressources pour tenter de satisfaire un maximum de visiteurs. Nous avons dû embaucher du monde, faire venir d'autres bateaux excursionnistes pour satisfaire tout le monde, pour que tout le monde puisse trouver son bonheur surtout. C'est ça le plus important. On fait du tourisme, mais il faut aussi pouvoir proposer les produits, quoi, hein, c'est ça. Mais la réalité est implacable. Plus de la moitié des touristes n'auront accès à aucune excursion organisée. Beaucoup se contenteront d'explorer l'île par leurs propres moyens malgré les efforts des prestataires. Selon la durée du navire sur l'île même, on essaie d'adapter les excursions et moi j'adapte toujours selon la météo aussi. C'est toujours pour la sécurité des personnes à bord surtout. Moi en gros minimum c'est peut-être 3 heures, puis je reviens au desk et j'essaie d'embarquer un deuxième groupe pour l'après-midi, matin et après-midi. L'arrivée de ces paquebots représente une opportunité économique indéniable, mais pour en tirer pleinement parti, Rayatea doit repenser son offre touristique. Le développement de nouvelles entreprises locales capables de proposer des activités variées, encadrées et durables devient une nécessité pour faire face à l'essor du tourisme de croisière. Place au rythme et au groove. Le Tahiti Soul Jazz Festival revient pour une 3e édition. Musique et éco-citoyenneté fusionnent au jardin du musée. Dès vendredi soir, le brass band de la garde républicaine et André Manoukian. Et ce samedi, en plus de la scène musicale, un village de l'environnement réunit 40 associations. Écoutons China Moz, artiste à l'affiche du festival, au micro de Thomas Chabrol. C'est un grand honneur de pouvoir installer le festival sur ce terrain, à cet endroit. Je pense que pour moi, ce festival a toujours été important pour que les gens prennent pleine possession et connaissance de ce qui se passe autour de eux. Et tout ça au service des associations qui viennent dans l'éco-village, qui est gratuit. Qu'on ait 40 personnes pour l'éco-village cette année, c'est absolument incroyable. Je viens de l'apprendre. Et la culture noire américaine qui vient se mélanger à la culture polynésienne, de montrer qu'il n'y a pas de frontières et que surtout le talent qu'il y a en Polynésie est multiple. Et une bonne nouvelle pour les cinéphiles. La semaine du cinéma démarre aujourd'hui jusqu'à mardi prochain. Les 4 cinémas de Tahiti proposent un tarif unique de 800 francs la séance. Plus d'une dizaine de films incluant des nouveautés comme Gabi et la Maison Magique, Tron Ares ou encore Demon Slayer sont à l'affiche. De l'action à l'animation, il y en a pour tous les goûts. Et comme chaque soir, place à notre page spéciale Hawaii Kinuiva'a. Ce soir, zoom sur le team Huahine. Malgré une préparation écourtée, l'équipe mise tout sur la cohésion et l'expérience. Le reportage d'Oriano Tefau. Pour la team Huahine, la Hawaii Kinuiva'a est une histoire de persévérance et d'attachement à l'île. Cette année marque leur 5e participation avec un groupe fidèle au poste, renforcé par quelques jeunes prometteurs. On a pratiquement les mêmes rameurs que l'année dernière. Cette année, il y a le junior Maya Campbell qui va se surclasser en senior pour la 2e étape et le renfort de Jacob Tamaiti-Tahio. Un collectif soudé, même si la préparation n'a pas été idéale. Entre les obligations professionnelles et la distance avec Tahiti, les entraînements communs ont été rares. Ces dernières semaines, ils se retrouvent enfin déterminés à accorder leurs gestes avant le grand jour. L'objectif cette année, ça va être déjà essayer de maintenir notre top 5. Ça sera déjà que ça va donner, mais si on peut aller grappiller devant,
n'hésiterez pas de saisir l'occasion. Comme la plupart des clubs, les rameurs redoublent d'efforts pour financer leur participation. En termes de moyens financiers, déjà, on fait aussi des recherches de fonds comme tous les clubs. Là, on est en train de faire des ventes de t-shirts là, depuis hier. On fait des ventes de plats une fois par mois. Et ensuite, montage de dossiers subventions. Et après, l'aide de la commune. À quelques jours du départ de la Hawaii Kinouiv A, la team Huahine se prépare à ouvrir la course chez elle avec l'énergie de son île comme premier moteur. Objectif, rappeler qu'elle a toute sa place parmi les grandes formations du Fénois. On continue notre série rencontre avec un club historique, Ta'anuiva'a. L'équipage de l'île Vanille sera présent pour sa 32e Hawaii Kinui, une longévité record. Désiré Teivao et Veitiare Nauta. Les rameurs de Ta'anui ont lancé dès le mois de janvier leur préparation pour la Hawaii Kinouiv A. Le club a instauré un rythme exigeant avec 2 séances d'entraînement par jour. Objectif, travailler vitesse et synchronisation. Ta'anui engage 3 équipages cette année à la Hawaii Kinouiv. Un équipage chez les seniors, en junior et chez les vétérans de plus de 60 ans. Pour les seniors, l'objectif est clair, viser le top 20 après une 34e place l'année dernière. Il faut aller de l'avant, gagner un peu de place pour arriver dans les 20 premiers. Les seniors, je vais dire, et les juniors, c'est la première fois qu'ils participent. Je verrai c'est quoi, mais moi je souhaite qu'ils vont arriver parmi les 10. Si le club de Ta'anui n'a jamais remporté la Hawaii Kinouiv A, l'équipage de l'île Vanille peut se targuer de compter 32 participations à la mythique course des îles sous le vent, un record qui sera difficile à battre. Voilà pour l'actualité de ce mercredi. Dans un instant, votre magazine de 0 à 100 km/h, suivi du documentaire Polynésie, le pouvoir des plantes. Et pour finir la soirée, 2 épisodes de la série américaine Damages. Merci de nous avoir suivis. Belle soirée à tous. On se quitte en musique avec le brass band de la garde républicaine, invité du Tahiti Soul Jazz Festival.